Alors bonjour à tous je voulais déjà vous dire à quel point je suis heureux et très honoré de recevoir Paul aujourd'hui, Paul Fontaine. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Paul est un grand sportif, c'est aussi un coach mental, un préparateur mental et un conférencier qui traite de sujets hyper inspirants comme le dépassement de soi, la motivation, les rêves, les espoirs. Paul aussi est un homme de défi parce qu'à l'âge de 2 ans, il a été diagnostiqué avec la mucoviscidose, mais ce qui l'a pas empêché de réaliser des défis sportifs qui sont tout simplement incroyables, malgré une capacité respiratoire qui était de l'ordre de 55%, si je ne me trompe pas. Alors, quand je parcours un peu ton palmarès de sportif, Paul, je peux voir que tu as fait 5 marathons, tu as fait des ascensions de sommet comme le Mont Blanc, le Grand Paradis, le Mont Rose, et puis entre autres aussi la traversée de la France à vélo. Alors là, je me suis limité à des exemples qui, moi, me parlaient vraiment parce que voilà, c'est la course, les sommets, le vélo, moi, enfin, j'adore. Après, pour ceux qui sont intéressés de voir un peu plus, je les invite à aller voir ton site aussi et à lire tout ce qu'ils peuvent trouver sur toi. Alors, Paul, un grand merci et bonjour. Salut Massimo, merci à toi. Ah, merci. Moi qui te remercie. Alors, je parlais justement de défis sportifs. Je voulais te demander tout simplement, comme première question, qu'est-ce qui t'a amené ou qu'est-ce qui t'a inspiré à faire du sport? Eh ben écoute, ma santé m'a amené à faire du sport, sachant que je viens pas d'une famille où on fait beaucoup de sport, mais mes frères et sœurs n'ont jamais fait de sport en club ou quoi que ce soit. Avec mes frangins, quand j'étais gamin et jusqu'au lycée, on allait courir ensemble une fois tous les 15 jours, une fois par mois, quoi. Ouais. Mais et puis c'était 3 kilomètres. Donc c'était comme ça que j'ai été élevé. Et mon père nous montait dans la voiture, il nous emmenait dans le village à côté et on revenait en courant en fait. Et ce sport, ça nous servait à nous défouler parce qu'on était 4 garçons. Ouais. Et puis, mon père, mes parents avaient bien conscience aussi que le sport, c'était bénéfique pour ma santé. Et à ce titre, j'ai été élevé même comme mes frères, quoi, exactement comme mes trois autres frères. Et donc voilà, je viens pas d'une famille de sportifs, je viens pas d'une famille où on se dépasse, où on parle de motivation, de dev perso et tout ça, quoi. Je viens Ouais. d'une famille, mon père il est agriculteur, on prend pas de risques, on gère les choses en bon père de famille. Et puis dans ma famille, il y a de l'amour, on se le dit pas, mais il y a de l'amour. Et puis il y a une grosse valeur travail. Ouais. Travail, c'est boulot, 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 il faut bosser. Euh, on aime bien faire un effort pour travailler parce que c'est comme ça que ça marche. Comme Ouais. beaucoup de personnes pensent que pour le travail, c'est forcément galérer et que l'argent, ça tombe pas du ciel. Donc, on travaille. Et En puis, Italie, en Italie, on dit faticare, ça veut dire on se fatigue à travailler. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On a du mal à concevoir. Il y a plein de gens qui ont du mal à concevoir que tu peux bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup moins en gagnant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent aussi, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, tu vois, la maladie, quand j'étais gamin, j'étais plutôt en forme. Puis petit à petit, ça a évolué. J'ai commencé les perfusions d'antibiotiques en seconde au lycée. Et puis après, j'ai fait un BTS, j'ai fait des études d'histoire. Et puis je suis parti. Après, j'ai eu une grosse période de remise en question qui a duré 2 ans là. Mhm. Donc quand j'avais à peu près 26 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du sport de façon beaucoup plus sérieuse, plus intense. Et tout ça, la maladie avait pris déjà beaucoup d'importance aussi dans ma santé, dans ma respiration. Alors je pourrais pas te dire un chiffre aujourd'hui, mais je pense que j'étais vers 55-60 déjà à ce moment-là. Et puis, donc, pourcent de capacité respiratoire. Et puis je me suis mis, j'étais à la fin de mes études d'histoire, là, j'ai échoué à ma tentative pour avoir le CAPES. Donc, j'ai tenté 2 fois le CAPES Histoire Géo. Et puis, je me suis acheté un vélo parce que j'avais que ça à faire. Et puis, ça me faisait du bien. Et puis, ça me défoulait parce que je venais de vivre, c'était en plein dans une période qui était difficile pour moi. Je venais d'avoir une déception amoureuse et j'étais le seul à être amoureux, si tu veux. La fille, je l'intéressais pas. Donc voilà, ça m'arrivait souvent ce genre de truc. Et Je crois puis, qu'à puis à tous les côté de ça, garçons, j'avais quoi. voilà, j'avais plein de colère et tout ça en moi. J'en voulais à Dieu, à mes parents, au monde du travail, aux filles, à la société tout entière. Toute la période d'avant, jusqu'à mes 26 ans, j'étais beaucoup dans le déni de cette maladie et je portais un masque et j'en parlais à personne. Mhm. Et pas, personne ne savait, donc je passais aussi pour quelqu'un de superficiel.
Et puis à ce moment-là, j'ai décidé j'ai commencé à lire des livres de dev perso, des livres sur le défi sportif, sur le dépassement de soi, Philippe Croizon, Maud Fontenoy, Mike Horn, Gérard Daboville, tous ces gens-là. Et puis je me suis dit que si c'était possible aussi pour eux de faire tout ce sport et de se lancer des défis, c'était possible aussi pour moi. Ouais. Et moi, j'étais sur mon vélo. Euh, En fait, là, alors là, la genèse du truc, c'est que je me sentais condamné à faire du sport toute ma vie parce que à la base, j'aime pas ça, tu vois, le sport d'endurance. Et je me sentais condamné à faire du sport toute ma vie parce que oui, ça me faisait du bien, ça me fait sortir tout ce que j'ai dans les poumons, en fait. Ouais. Donc, ça me fait tousser, ça me fait cracher en permanence à chaque fois que je fais du sport. Et donc, il fallait que ça serve à quelque chose parce que j'avais besoin de motivation, justement. J'avais besoin de motivation pour aller faire du vélo à Besançon, sous la pluie, toute l'année, tout l'hiver, et par -10 et compagnie, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, si tu as un objectif qui est puissant, qui envoie du pâté, là, Ouais. parce que courir les 10 kilomètres de je sais pas d'où, c'est le genre de truc, ça me motive pas du tout, tu vois. Alors, il y en a que ça motive, tu vois, Ouais. et qui préfèrent avancer comme ça par petites étapes, et puis faire un 10, puis après 20 kilomètres, puis après plus loin. Mais moi, il fallait que je vise haut direct, c'est comme ça que je fonctionne. Fallait un Et truc donc, extrême. comment? Fallait un défi extrême, je veux dire. Ouais, un truc qui fait sens, un truc extrême, et un truc qui me botte, quoi, qui me fait vraiment envie, tu vois. Et après, je décompose, bah, bien sûr. Après, il y a les séances d'entraînement et tout ça, et on décompose l'entraînement pour atteindre l'objectif. Mais il fallait un truc, une sacrée carotte, quoi. Ouais. Et donc là, tu te lances dans ton premier défi extrême, c'est le marathon de Paris, c'est ça? C'est ça. C'était en 2013. Et bah, j'ai commencé à courir en septembre 2012 parce qu'avant, j'avais une tendinite au TFL, Ouais. syndrome de l'essuie-glace. Et puis bah, à ce moment-là, donc septembre 2012, c'est le moment où j'ai rencontré mon kiné de l'époque, Thibaut Barognan, qui a fini quatrième du World Trail Series derrière Kylian Jornet là, Ah l'année bah, dernière. ok. Ouais. Donc Thibaut, et puis on a soigné cette tendinite. Il m'a présenté son coach sportif de l'époque. Il m'a présenté une association aussi qui s'appelle Ensemble au Sommet. Et puis on a commencé à courir en septembre 2012. Et puis après, on a commencé une prépa physique au 1er janvier 2013. Et puis ben, pendant 6 mois, j'étais une machine. J'étais programmé pour courir. J'étais prêt à mourir sur la ligne d'arrivée. Ouais. C'était un truc de fou, quoi. Je mangeais, je dormais, je courais. Et puis je faisais que ça. Et je mangeais même des plats préparés pour gagner du temps, pour dormir plus longtemps, pour pouvoir continuer à faire tout ça et à réaliser mon rêve surtout parce qu'en fait il y avait énormément de sens derrière ce rêve pour moi. C'était ça conditionnait l'espoir, ça conditionnait ma vie future en fait. C'était comme si j'ouvrais une porte ou si cette porte elle restait à jamais fermée et que je Mhm. restais coincé dans une pièce là dans le noir donc il fallait absolument que j'ouvre la porte. C'était une question de vie ou de mort et j'ai même fait des bêtises dans mon traitement à ce moment-là pour y arriver, parce que j'étais vraiment prêt à mourir, quoi. Ouais. Et je savais même pas non plus, sans faire de bêtises avec mon traitement, je savais même pas non plus si j'allais mourir sur la ligne d'arrivée ou dans ma préparation, parce que ça s'était jamais fait en France, ce genre de truc. Pas à ma connaissance. Et donc c'était un truc vraiment de fou, ouais. Et Ouais. puis j'avais récolté 8 000 € pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Il y avait des gamins aussi qui me suivaient et qui venaient à Décathlon, hein, et qui disaient à leurs parents qu'à la rentrée, ils vont s'inscrire à l'athlétisme parce qu'ils veulent faire comme Paul. Des gamins qui vivaient avec la muco, tu vois. Et puis des parents qui venaient, qui me voyaient. J'avais 30 ans, j'avais une copine, j'avais un travail, je faisais des marathons. Et du coup, les parents, ils en avaient les larmes aux yeux que tu peux vivre avec cette maladie, quoi. Et c'est ça qui est énorme, quoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça que tu dis que tu étais prêt à mourir pour ça, parce que, bon, comme ça, de ce que tu me racontes, moi, je vois deux choses. C'est un, ne pas être victime de la maladie, et aussi pour donner de l'espoir aux gens, c'est ça? C'est ça. Et, ben, Euh, je l'ai fait d'abord, je l'ai fait pour prouver des choses. Et je voulais me prouver des choses à moi-même. Je voulais prouver des choses aussi à mon médecin qui me disait que c'était impossible et que j'allais pas y arriver. Je voulais montrer à ces gamins que c'était possible, que tout est possible et que si tu en as envie, tu peux le faire, quoi.
Mhm. Et moi, j'en avais autant besoin que j'avais envie de le montrer aussi. J'avais envie de montrer voilà, aux filles, par exemple, qui me mettaient des râteaux, que j'étais quelqu'un de bien, quoi, et qu'il y en avait là-dedans, quoi. Ouais. Et puis même ma famille, enfin, je veux dire, mes amis. Mon pote, quand je lui en ai parlé, il dit, oh, tu me fais chier avec ton marathon, t'as qu'à le courir, et puis c'est tout, quoi. Et mes parents, au début, ils avaient peur. Ils se sont dit, ouais, il parle. Mais... Et puis 15 jours avant le 7 avril, ils se sont dit, oh putain, il va le faire, quoi. Ah ouais, ok, ouais. Et c'est vrai que moi, 15 jours avant aussi, c'est là, à ce moment-là, que j'ai fait mon premier SMI en entraînement. Et jusqu'au premier SMI, j'étais dans le flou total. Alors après, une fois que tu as fait le premier SMI, tu dis, ouais, c'est bon, ça va le faire. Il y a moyen que ça le fasse. Il y a moyen que j'y arrive, quoi. Ouais. Mais avant de courir 20 bornes, je me disais, putain, mais ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Donc c'était 3 mois hyper difficiles pour moi, quoi. Ouais. Et t'as eu peur, toi? Bah ouais, je te dis, j'avais peur de mourir, j'avais peur de pas y arriver. Il y avait toute ma crédibilité qui était en jeu, parce Mhm. qu'il y avait les médias, j'avais contacté quelques médias. Et puis, donc, j'avais peur aussi de quoi? J'avais peur aussi d'y arriver. J'avais peur d'y arriver aussi parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de plus grand après? Tu vas sombrer, tu vas bader, Ouais. tu vas entrer en dépression parce que tu n'auras plus d'objectifs assez grands, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, c'est pareil, c'est le genre de petite croyance de merde que tu te mets dans la tête et qui t'empêche de réaliser certains rêves. Alors qu'en fait, un rêve réalisé, ça en appelle un autre, et puis un autre, et puis un autre. C'est comme ça que ça marche. Donc, ouais, j'avais peur, hein. Ah, ok, ouais. Et donc, ouais, donc tu le fais en 2013 et tu finis en 4 heures. C'était combien? 4h50, hein, je pense, hein, c'est ça? 4h41, ouais. 4h41, ouais. Et sur la ligne d'arrivée, t'étais comment? C'était quoi le sentiment qui t'envahissait? J'ai chialé. Je Ouais, pense que si tu fais un marathon, un premier marathon comme ça, et que dans ces conditions, et que tu chiales pas à l'arrivée, c'est pas vrai, quoi. Enfin, ouais, tu vois, j'ai vu le film, tu l'as peut-être déjà vu, ce film, ça reprend plein d'histoires vraies qui tournent un peu sur les réseaux sociaux, où tu as un père qui emmène son fils qui vit avec un handicap, il l'emmène sur un Ironman et ils font ouais, l'Ironman ensemble. ouais. J'en ai entendu Et, parler, mais je l'ai pas vu, moi, encore. ce film, si tu veux, enfin, je vais te teaser la fin, mais le mec, il chiale pas, quoi. Les deux, ils chialent pas à l'arrivée. Je me dis, mais c'est quoi ce film de merde? Non, mais ça m'a vraiment déçu. Enfin, t'es un papa, t'emmènes ton gamin comme ça sur la ligne d'arrivée, tu chiales pas. Enfin, c'est pas possible. Ils auraient pu lui mettre un peu de jus de citron dans les yeux, quoi. Enfin, c'est pas possible. Ouais, Euh, donc ouais, j'ai chialé à l'arrivée, j'étais fracassé et j'ai jamais, à aucun moment j'ai marché aussi. À aucun moment j'ai marché, j'ai ralenti parce que j'avais les genoux défoncés, j'avais super mal aux genoux. c'était une promesse que Et tu t'étais faite, ça, de courir du début jusqu'à la fin? ouais, parce que pour moi, à ce moment-là, quand tu te mets à marcher, c'est que c'est foutu et que forcément, tu mets le doigt dans l'engrenage de la connerie, de l'abandon. Ouais, Et, euh, et un marathon en marchant, pour moi, c'est pas un marathon. À ce moment-là, à ouais, ce moment-là. Tu me demandais tout à l'heure, parce que je voulais revenir aussi sur la réponse d'avant, j'avais peur, bah ouais, j'avais peur parce que je te parlais vraiment de ça, hein. C'est que c'est quelque chose que les gens ils palpent un peu aujourd'hui avec cette histoire de Covid. C'est on sait pas où on va, quoi. Tu sais pas où tu vas ouais, et c'est complètement ça. C'est que je savais pas où j'allais et c'était vraiment la condition c'était une question de vie ou de mort pour moi d'y arriver. Où il y a de l'espoir, où il n'y a pas d'espoir, où tu te tires une balle maintenant où tu cours et tu y arrives, quoi. ouais. Et c'est ça qui me faisait le plus peur, c'était d'échouer par rapport à ça, par rapport à la perspective que ça me donnait là-dedans dans la tête de vivre mon avenir, en fait. Ouais, tu Ça, courais pour ça me vivre. terrifiait, en fait. Ouais. Comment? Ouais, tu courais pour vivre, je dis, ouais. Je courais pour vivre et le jour J, dans le sas de départ, mais j'étais terrifié, quoi. C'était horrible, c'était horrible. Et la veille, je sais plus, j'ai dormi jusqu'à 3 heures. Je suis allé aux chiottes, je suis aux toilettes, j'ai réveillé toute la maison. Enfin, non, mais tu connais tout ça, mais Ah, mais je c'est connais, vrai, mais tu quoi. sais, mais je connais déjà les pleurs à l'arrivée aussi. Tu sais, moi, c'est un truc. C'est vrai, moi,
enfin, tu t'y mets tellement d'émotions, tu t'y mets, ben, tu mets des rêves, tu mets des espoirs, tu mets des peurs, et après, ben voilà, chacun l'exprime d'une façon ou d'une autre. Moi, c'est vrai aussi, ben, je le vis d'une manière fort émotive, quoi. Donc, tout ce que tu me Mmh. racontes, ouais, moi, ça me parle à fond, ouais, c'est sûr. C'est clair, il y a tellement de sens derrière tout ça. Et en même temps, putain, je me rappelle, les gens, ils me prenaient en photo. Il y avait quelques personnes qui couraient avec moi, qui ont voulu m'accompagner à partir du 30e. Ou même mes amis, Thibaut, Laurent, d'Ensemble au Sommet, ils ont couru avec moi tout le long. Et si tu veux, moi, j'avais rien à faire. Je courais, j'étais Forrest Gump et eux, ils allaient chercher des bouteilles. À chaque fois, les marathons, ça a été ça, hein. Ouais. C'est Laurent qui va chercher les bouteilles, qui me dit tu bois, qui me dit à telle heure, maintenant tu prends un gel. Ils me passaient les gels, ils étaient déjà ouverts. J'avais juste à courir, quoi. Donc, c'est pas une performance aussi individuelle, c'est vraiment un putain de travail d'équipe. Ouais, ouais. Et, euh, et on l'a fait ensemble. Et ouais, forcément tu chiales, parce que le sens derrière, il est énorme. Ouais. L'enjeu, il est énorme. Ouais, et je suppose que mais ça, c'est quelque chose, ouais, des La personnes. pression était énorme aussi. Ouais, bah ouais, c'est sûr, quoi. Ouais, en fait, enfin, t'avais pas le droit de te retourner, quoi. Il fallait avancer, quoi. Ouais. Je m'étais pas donné le droit de le faire non, c'était ça. Et par contre, après, une fois que je l'ai eu fait, le lendemain, si tu veux, le lendemain du marathon, ouais, j'avais fait le job, quoi. C'était putain, j'avais passé la musique, une des musiques de la BO du film Drive dans ma voiture, ça, je conduisais et le monde il n'était pas pareil, quoi. Et c'était le printemps parce que le marathon de Paris c'est pile en même temps que le début du printemps, les premiers arbres qui bourgeonnent et tout. Et j'ai kiffé la life après, mais grave, quoi. Enfin, pendant les quelques jours qu'on suivit, tout en sachant que moi le marathon c'est le dimanche, le mercredi je suis déjà sur le vélo ou en train de courir parce qu'à ce moment-là j'avais besoin à fond, quoi. Ouais. Et physiquement, ça t'a coûté quelque chose? Tu as, enfin, je veux dire, tu t'es senti comment juste après? Et ben écoute, j'avais mal au genou, j'avais des genoux enflés. Et Ouais, puis je crois que je m'étais tordu le pied dans un trou, je sais pas quoi, sans m'en rendre compte. J'avais la cheville aussi enflée. ouais. Et au Donc niveau j'ai pas pu respiratoire, recourir avant au moins un mois et demi, quoi. ouais, ouais, ok. Et donc j'avais, tu vois, ça c'est ce que j'appelle ne pas respecter son corps non plus, tu vois. Et faire un marathon et ça, le but du marathon, c'est d'arriver aussi en santé aussi à la fin, ne pas arriver tout déglingué aussi, quoi. Ouais. Mais et forcément, voilà, je te dis, le mardi ou le mercredi, j'étais déjà sur le vélo parce qu'il fallait que je sorte à nouveau ce qu'il y avait dans mes poumons. Ouais. Tiens, c'est une question que je voulais te poser juste avant, parce que je pense que quand tu m'as parlé, ben voilà, de la façon dont tu as entamé le sport, c'était sur le vélo. Ouais. Pourtant, ton premier grand défi, c'est de la course à pied. C'est ton kiné qui on va dire, qui t'a amené à faire de la course à pied, ou il y avait plus une symbolique derrière le marathon? C'est ça. Je te parlais d'études d'histoire tout à l'heure. Ouais, c'est la symbolique derrière le marathon, bataille de marathon, Philippides, tout ça. Puis je me disais, c'est cool un marathon, enfin, faire une fois au moins un marathon dans sa vie. Et puis en même temps, c'est un gros fuck que j'envoie à la maladie et à tous ceux qui pensent que c'est impossible. Ouais, Et ouais, la symbolique, je dis souvent ça aussi, c'est que j'aime beaucoup les symboles. Après, il y a eu le Mont Blanc, après, il y a eu la Pointe du Raz. Voilà, c'est mes symboles à moi. ouais. Ouais, ben c'est clair. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Et finalement, bah, tu l'as réussi. Euh, Ouais. Enfin, t'as pas de senti de peur à ce moment-là, quoi. Tu t'es dit, OK, ben, je vais enclencher sur d'autres défis, sur d'autres marathons, sur d'autres objectifs. Et écoute, à ce moment-là, donc après, ouais, dans les 2 mois qui suivent, sentiment de toute puissance, tu te sens plus fort que la vie. Je me sentais un héros, en fait. Je me sentais un ouf, quoi. Je dis souvent ça, mais j'avais l'impression qu'il pouvait me tomber une météorite sur le coin de la gueule et que j'allais m'en remettre quand même, quoi. Parce qu'à chaque fois, des solutions pendant le marathon, des solutions pour arriver à courir, pour arriver à suivre la cadence des entraînements. J'ai testé déjà plein de choses pendant mon premier marathon, pendant ma première prépa Ouais, physique. Et du coup, à chaque fois, j'ai su trouver rebondir pour arriver à finalement courir 42 bornes. Et du coup, tu te dis, waouh, mais enfin, ça m'a donné énormément confiance en moi, dans la vie aussi. Et pendant 2 mois, ouais, un sentiment de plénitude, de sérénité profond. Et après, bah, voilà, moi, j'avais besoin encore de continuer à faire du sport et je vis encore avec la maladie, même si ouais, j'ai fait un marathon, j'ai fait 5 marathons, j'ai fait le Mont Blanc, mais il y en a, ils me disent ça aujourd'hui, encore aujourd'hui, et ils me disent, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, c'est génial, c'est merveilleux, ouais, mais ça, c'était hier, qu'est-ce que je vais faire demain?
Ouais. Et demain et après-demain, est-ce que j'aurai encore la force de le faire pour rester en vie? Parce que c'est ça le but derrière, c'est que le marathon, le Mont Blanc, tout ça, pour moi, c'est juste du sens que je donne en plus à mon combat au quotidien. Ça m'évite d'aller faire du vélo comme un débile sous la pluie et puis de devoir simplement défendre et conserver une capacité respiratoire. Ça me motive à aller de l'avant, à être acteur de ma santé et pas me laisser et acteur de l'entraînement aussi parce que quand tu appuies plus fort sur les pédales et quand tu pousses un peu, quand tu cours, si tu es tout le temps dans l'entretien, tu régresses au bout d'un moment. Et Ouais. la maladie, c'est pareil, quoi. Enfin, c'est que la maladie, elle prend pas de vacances, quoi. La maladie, elle prend pas de vacances. Et si moi, à ce moment-là, si je me repose quelques jours parce que j'ai pas envie de faire du sport, bah, c'est pas possible, hein. Je me fais rattraper. C'est Ouais. comme une course, en fait. Et enfin, ce que tu dis, ouais, enfin, c'est un combat au quotidien. Et enfin, je veux dire, enfin, pour certaines personnes, tu peux voir comme une difficulté de tous les jours se mettre au combat, se mettre dans la lutte. Toi, comment est-ce que enfin, ouais, c'est ta vie qui est en jeu, quoi. Donc, j'allais te demander comment est-ce que tu trouves cette motivation, mais enfin, voilà, t'as quasiment pas le choix, quoi, en fait. Ouais, on a toujours le choix dans la vie et j'en suis convaincu qu'on a toujours le choix, mais on a le choix de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On a le choix de subir la vie, de subir les choses et de subir la maladie ou tout ce qui nous arrive, tout en étant conscient, parce que être conscient des dangers, être conscient des risques, être conscient des enjeux, ça c'est important, mais on a le choix à partir de là de subir ou d'être acteur des choses et d'avoir envie d'aller dans l'autre sens. Et donc ouais, enfin, je sais plus ce qu'on racontait, mais Non, mais je te disais, ouais, en fait, c'est comment tu fais pour trouver cette force au quotidien pour pouvoir lutter, quoi. euh, ça, je pense que c'était ça où je me tirais une balle. Et je pense qu'on a on a tous ça en nous en fait. On a tous cette énergie vitale au fond de nous. On est fait pour vivre, on est programmé pour vivre, on n'est pas programmé pour mourir. Et je pense qu'il faut juste y croire et aller le chercher. Et je pense que c'est ça aussi, c'est ce que j'ai au fond de moi, c'est l'envie de croire, c'est l'envie de croire que c'est possible. Et l'espoir est très fort chez moi. Et quand je suis au fond du trou, bah, c'est comme avec les meufs qui me foutaient des râteaux, c'est que je devenais relou à la fin parce que je me dis, il y a encore de l'espoir, quoi. Et jusqu'au bout du bout, tant que t'es pas mort, il y a encore de l'espoir dans la vie. Tant qu'il y a Et, 1% de chance, il faut y croire, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est ce qui fait que je suis là encore aujourd'hui et puis que je continue à faire ce que je fais. Ouais. Et je disais, enfin, c'est quelque chose, dans tes conférences, tu en parles assez souvent, tu parles ben, voilà, que la maladie est une opportunité. Quand on s'était eu au téléphone la dernière fois, je t'avais dit que moi, c'est une phrase qui avait résonné vraiment très fort dans ma tête. Parce que voilà, ben, effectivement, comme tu le disais aussi, ben, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Toi, tu as décidé de le voir à moitié plein. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ben, voilà, ce lien entre maladie et opportunité? Bah, écoute, là, je suis devant toi en interview. Tu as prévu de diffuser cette interview. Si on est là ensemble tous les deux aujourd'hui, c'est parce que j'ai couru un marathon. C'est parce que justement, la maladie, c'est une opportunité. C'est parce que le sport, ça m'a aidé à dépasser, entre guillemets, à botter le cul de la maladie. Et en ça, c'est une opportunité. J'ai fait des conférences dans toute la France. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires et j'en rencontre encore. Et je suis allé sur plein de sommets de montagne. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Alors qu'en fait, si j'avais pas vécu si je vivais pas avec cette maladie, je suis certain que j'aurais pas fait tout ça. Ça, Ouais. c'est sûr. Et la maladie, c'est une opportunité aussi parce que, alors, euh, c'est quelque chose que je raconte aux personnes qui vivent avec la même maladie que moi, c'est que je sais pas si je vais vivre 100 ans. Et je sais pas si tous les deux, avec cette personne, on vivra 100 ans. Mais ce que je sais, et c'est mon souhait en tous les cas de vivre 100 ans, et les gamins dans les écoles primaires, quand je faisais des conférences, et qui me disaient oui, mais tu vas vivre jusqu'à quel âge? Bah, au début, je donnais un chiffre. Et puis après, j'ai arrêté de donner un chiffre parce que quand j'ai vu qu'à mon troisième marathon, je pouvais faire 4 heures,
Alors que pendant 3 mois, bon, je pensais que jusqu'à 4 et je comptais que jusqu'à 4 et j'étais en mode 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Bah, je me suis dit quand même, ce que tu penses, ça influe vachement ce que tu deviens derrière, quoi. Ouais. Et donc après, j'ai arrêté de donner des chiffres de à quel âge je vais mourir ou jusqu'à quel âge je vais vivre, tu vois. Donc ouais, je vais vivre jusqu'à 100 ans et c'est la meilleure façon que ça se réalise. Ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, la maladie, c'est une opportunité parce que euh, aujourd'hui, j'ai 37 ans dans quelques jours. Et, euh, et à 37 ans, voilà, j'ai compris plein de choses de la vie, j'ai expérimenté plein de choses. Je sais que le bonheur, c'est un rayon de soleil, c'est un sourire, c'est une petite fleur, c'est de la rosée sur un brin d'herbe, c'est l'odeur du café. Et que c'est ça le bonheur, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Et c'est simplement aussi de respirer puis de se sentir bien dans son corps. Et aujourd'hui, c'est très vrai pour moi. Et, euh, et ça, il y a plein de gens qui ne le comprendront jamais ou qui le comprennent à 80, 90 ans. Alors, c'est jamais trop tard, mais en ça, du coup, j'ai gagné du temps parce que j'ai que 37 ans aujourd'hui. Ouais. Et j'ai déjà compris ça, tu vois. Et ça, c'est cool. Alors, je parle de ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Et ça, ouais, c'est chouette. C'est qu'aujourd'hui, autant au niveau professionnel que dans mes relations avec ma chérie ou avec mes amis ou quoi que ce soit, bah, je continue à suivre mes rêves, mes envies et à n'écouter que ça. Et ça marche. Et ça marche. Et à essayer d'être le plus aligné possible sur mes valeurs. Donc oui, et ça, tout ça, ça me rend heureux. Donc oui, la maladie, c'est une opportunité. Ouais. Mais, petite question, ben justement pour toi qui es dans la préparation mentale ou voilà, dans le dépassement de soi, est-ce que tu penses que des personnes qui n'ont pas connu ben, des maladies ou des adversités dans la vie euh, peuvent être capables justement d'apprécier des choses simples ou est-ce qu'il y a peut-être des raccourcis ou des conseils que tu peux donner justement pour essayer de, voilà, d'apprécier la vie de manière un peu différente? Je pense qu'on n'est pas obligé d'en chier dans la vie pour avancer, que ce soit des décès comme toi ou de se créer une maladie ou un cancer, parce que c'est comme ça que ça marche, on se crée les problèmes, hein. Et j'en suis convaincu. On n'est pas obligé de se créer des emmerdes pour conscientiser ce qu'est le bonheur et conscientiser la chance qu'on a d'être en vie et avec tout ce qui nous entoure. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, et c'est le message que je donne dans mes conférences, il y a agir, se lancer des défis et passer à l'action derrière, c'est un outil. La méditation, c'est un autre outil aussi. Et partir dans une yourte ou dans une forêt, une semaine, 10 jours, 15 jours en méditation et faire que ça, c'est un outil. C'est-à-dire que tu es face à toi-même et tu es tout seul et il y a personne autour de toi où t'as pas une route secours. Enfin, imagine, toi, tu es célibataire, t'as pas de gosse, tu vas dans ta yourte là et t'as pas une nana, t'as pas un plan B de secours, une fille qui est là au cas où ça va pas bien. Non, tu es tout seul. Et c'est dur, mais vu que c'est provoqué, que c'est choisi, bah, c'est là que tu t'apprends sur toi en fait. Tu n'es pas obligé de subir les choses, tu peux aussi les provoquer et avoir un contrôle dessus. Mais derrière, faut aller au bout du truc, faut aller au bout du défi. Si c'est un défi sportif, faut aller au bout de tes rêves, faut aller au bout des choses. Et c'est là que tu t'apprends et c'est là que tu apprends plein de choses sur toi et que tu découvres parce que c'est la vraie vie, quoi. Ouais, Parce que la vie, c'est pas en chier, c'est pas galérer, c'est pas. Voilà, c'est merveilleux. ouais. Euh, Au tout début, tu disais, ouais, bon, voilà, le marathon, tu l'as fait ben, pour te prouver quelque chose, voilà, pour te fixer un objectif extrême et voilà, y mettre plein d'objectifs personnels. Mais non, quand tu te fixes des objectifs, est-ce qu'il y a toujours voilà, cette volonté de réaliser quelque chose pour toi? Ou alors est-ce que tu prends plus conscience ben, de l'exemple que tu peux donner? Ou par exemple, voilà, tu me parlais des enfants ou des personnes qui sont atteintes de la même maladie que toi. Est-ce que tu le fais aussi Bon. dans l'idée de leur donner un exemple? Non, non, parce que, et ça, je l'ai fait que la première fois, mon premier marathon en 2013, je l'ai fait que à ce moment-là parce que
c'est pas, tu cours pas, t'arrives pas sur la ligne d'arrivée d'un marathon. Dans ma situation, t'arrives pas sur la ligne d'arrivée d'un marathon pour te faire mousser, parce que tu as la boulasse ou ça suffit pas quoi. Ça suffit pas de le faire pour les autres. Tu cours pas un marathon pour ta mère ou dans ma situation, tu fais, si tu es en bonne santé peut-être, mais dans ma situation, tu peux pas. C'est pas suffisant comme motivation. Donc tout ce que j'ai fait euh, même mon premier marathon, je l'ai fait avant tout d'abord pour moi Ouais. et pour me prouver les choses à moi-même. Après, derrière, le deuxième, je l'ai fait pour apprendre sur la maladie. Parce que j'ai vu qu'à chaque fois que je testais des choses pour arriver à mieux courir et arriver à faire mon sport, j'apprenais plein de choses sur la maladie, j'apprenais plein de choses sur moi. Et alors oui, et depuis ce moment-là, depuis 2013, ben, si tu veux, ça fait 1 an et demi que j'ai énormément de difficultés à courir. Et même si j'ai couru un marathon qui fait 42 bornes, ben, parfois j'ai mon t-shirt finisher marathon de Paris 42, puis je viens de courir 200 mètres et je suis en train de cracher mes tripes et mes boyaux. Et je pense que le marathon et la maladie, la vie, t'apprend aussi l'humilité Mhm. et à se dire, ouais, attends, on va se détendre, quoi. Donc, ouais, les choses, je les fais avant tout pour moi et encore en plus aujourd'hui, tout en sachant que alors j'ai recouru 2 fois dans l'été, là, parce que ça va un petit peu mieux. Ça va même beaucoup, beaucoup, énormément, merveilleusement mieux. Si tu veux, je suis tombé très, très bas à la fin du confinement. J'étais à 41% de capacité respiratoire. Donc ça faisait 15 ans que j'étais à 55. Et parce que j'avais beaucoup de sifflements, beaucoup de gêne à respirer dans mes poumons et ça m'empêchait de courir déjà dans un premier temps. Donc pendant 1 an et demi, j'ai pas pu courir. J'étais obligé de m'arrêter tous les 100 mètres, 200 mètres pour cracher, tousser et de repartir, mais c'était vraiment galère. Et avec cette vision dans la tête là d'une porte qui se referme, mais tu vois que c'était la fin quoi. Ouais. Et donc ouais, c'était hyper dur cette période-là, et encore plus depuis le début de l'année. Et en plus, Puis tu le pouvais pas confinement faire m'a de permis sport. de... Ouais. Comment? Et en plus, tu pouvais pas faire de sport parce que bon, avec les restrictions pendant le confinement, c'était compliqué, quoi. C'est exactement ça. Je pouvais pas courir. Bah, physiquement, je pouvais pas courir. Puis j'avais pas le droit de faire du vélo parce que à cause du confinement. Et même si j'y suis allé quelques fois avec mon VTT dans la Pampa là, en passant par les petits sentiers et que j'ai fait du home trainer, bah ça fait pas le même effet quoi. Mhm. Ça faisait pas le même effet. Parce que ce qui me convient moi, c'est le vélo de course et sur des distances plus longues et sur la route et voilà, c'était pas possible. Et le home trainer, c'est pareil, ça fait pas le même boulot. Donc, si tu veux, j'ai expérimenté de faire moins de sport, de faire plus d'étirements, plus de yoga, de baisser mes apports aussi en sel, parce que c'est sur mon ordonnance, il y a du sel que je dois prendre en complément. Donc, baisser mes apports, changer un petit peu mon traitement, changer ma façon de faire et passer énormément de temps à m'étirer. Donc, j'ai commencé à mettre en place plein de choses pendant le confinement. Et puis derrière, si tu veux, j'ai fait un traitement antibio de 15 jours en intraveineuse entre mai et juin. C'était le même traitement que d'habitude, si tu veux, donc il n'y avait pas de raison que ça marche mieux que d'habitude ou moins bien. Ça a marché. C'était quand même mieux, mais c'était le même traitement que d'habitude, alors qu'un traitement qui ne marchait pas avant, tu vois. Donc j'attribue vraiment pas le mieux que j'ai eu euh, à ce traitement. Ce qui fait que je vais mieux aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai mis en place. Et le 9 juin, j'étais à 68% de capacité respiratoire. Ah ouais. Donc j'ai pris quasi 30% en un mois. À ma connaissance, personne n'a jamais fait ça. Ouais, c'est ce que j'allais te Et, demander. C'est une progression. Enfin, c'est incroyable en fait. ouais, à ma connaissance, personne n'a jamais fait ça. Puis même, alors tout ça, c'était le 9 juin, j'étais à 68%. Et là, depuis le 9 juin, bah, j'ai continué avec ma méthode là. Donc yoga, étirement pendant 2-3 heures tous les matins, kiné respi, jeûne intermittent, je prends pas de petit déj. Et puis je bois, je bois, je bois. Et là aujourd'hui, et tout en baissant progressivement mes apports en sel. Et aujourd'hui, bah, je sais pas à combien je suis, mais je sais que je suis à beaucoup plus que 68%. Ah Et ouais. je vais retourner à l'hôpital fin septembre. Et je sais pas à combien je serai, mais je commençais à parler à ma chérie tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait si je suis à 100%? Et qu'est-ce T'as qu'on une va idée? faire? Comment? T'as une idée? Si t'es à 100%, t'as une idée au coin de la tête? Ça va être un truc de fou, quoi.
Ah, je Bah, vois. c'est Ouais. toutes les implications qu'il y a derrière. Enfin, c'est un truc de malade. J'ai du mal à la réaliser, tu vois. Et quand j'y pense, parfois, ça m'émeut et ça me fait chialer, mais ce serait un truc de fou. Ouais. Ah, bah, écoute, enfin, je croise tous les doigts de la main pour que tu y sois le plus proche possible, en tout cas, quoi. Et, Merci, mec. Et tu sais, mais tu sais, voilà, c'est ça mes défis aujourd'hui. C'est ça mon défi sportif à moi aujourd'hui. C'est de respirer. Et ça fait 1 an ou 2 que c'est comme ça. Où j'ai couru le marathon, mais encore en 2018 ou 19. Et les deux. Et les 2 années, 2018-2019. Et en fait, c'est plus pareil. Même la montagne, tu vois, j'aime ça, mais j'ai plus envie de me dépouiller à me faire mal. ouais. Et c'est plus important pour moi aujourd'hui de respirer, tout en sachant que bah, la recette, je l'avais pas avant, tu vois. C'est pas parce que je l'ai pas fait plus tôt que j'avais pas envie, c'est que je savais pas comment on fait. Et Ouais. personne ne l'a, cette recette. Il n'y a aucun médecin qui me l'a donnée. C'est moi qui l'ai trouvée tout seul. Ouais. Et voilà, donc moi, mes défis aujourd'hui, c'est de respirer et puis de me remettre au sport gentiment, là, avec l'automne qui revient, la fraîcheur. Et on va voir ce que ça va donner si je cours un marathon l'année prochaine. Ah, bah, écoute, ça serait super, quoi. Moi, j'ai une Puis toi, dernière question. Généralement, enfin, je demande toujours aux personnes que j'interviewe, ben, de par leur expérience personnelle, quels sont les conseils qu'ils pourraient donner, enfin, les 3 conseils qu'ils pourraient donner aux personnes qui veulent se lancer dans une aventure marathon. Ben voilà, toi, si tu pouvais en nommer 3, enfin, ça serait génial. 3 conseils, ce serait d'agir. D'agir, ce serait le premier conseil. Putain, alors ça fait longtemps que j'ai pas. On m'a déjà posé cette question il n'y a pas si longtemps, tu vois. Il y a 3 mois ou 6 mois, et j'étais au taquet sur la réponse. J'avais donné un truc nickel. Et donc, ouais, agir, passer à l'action le plus souvent possible, Ouais. dans le désordre. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est d'écouter son cœur, écouter ses rêves, écouter ce qui te fait vibrer, ce qui te fout les poils, et ce qui te fait chialer, et ce qui te donne la chair de poule. Mais vas-y, fonce. Et crois en ça, quoi. Et crois en ça, et crois en ta capacité à y arriver. Et si tu y crois, alors c'est que tu vas y arriver, c'est que tu peux y arriver. Donc, et puis la première chose, le conseil le plus important, c'est d'affronter ses peurs, c'est de les regarder les yeux dans les yeux et se dire, fuck, j'en ai marre d'avoir peur de ça, j'y vais, je fonce et j'avance, quoi. J'ai peur, ah ouais, la maladie, elle me fait peur et je risque de mourir. Bah, tu vas voir si je risque de mourir. Et c'est botter le cul à ses peurs, quoi. Dire stop à un moment donné à ses peurs, et on les regarde en face, là, et on prend le problème à bras le corps, on est conscient des choses et on se bouge la couenne, quoi. Ouais. Donc, action, action, action. Et en fait, voilà, c'est ça le message que je donne dans mes conférences. Le message principal, c'est qu'en fait, c'est une dynamique d'action. C'est OK, aujourd'hui je cours comme ça, aujourd'hui je vais comme ça, c'est valable pour tout, hein. Aujourd'hui, je suis dans cette situation. Quelle action je vais poser? Donc, c'est faire un bilan à la fin de la journée. OK, il s'est passé ça. Quelle action je vais poser demain? Quelle solution? Qu'est-ce que je vais tester demain pour que ça aille mieux Ouais. et pour m'en sortir? Tout en sachant que demain, ce sera forcément meilleur qu'aujourd'hui parce que je me mettrai en action et que je ferai en sorte que ça le soit et qu'il en soit ainsi. Donc, quelle action je vais tester demain? Et puis derrière, on est le lendemain. Ok, j'ai couru, je ne suis pas arrivé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça pourrait être mieux. Non, ouais, bref. Quelle action je vais poser après-demain? Et puis après-demain? Et puis après-demain? Enfin, c'est tous les jours de se motiver sur une action à placer sur le lendemain. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est en agissant sur cette dynamique d'action. C'est pas une action, c'est tout un tas de petites actions et puis d'essayer d'expérimenter, de tester les choses. Dans ma situation, j'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. Et quand tu n'as rien à perdre, hein, tu testes et puis tu verras bien, quoi. Enfin, tu te prends un vent avec une fille, tu t'en fous, tu n'es pas mort. Tu t'essayes de courir ou je sais pas quoi, tu n'y arrives pas, tu fais un marathon, tu n'y arrives pas, tu n'es pas mort. Enfin, dans la vie, il y a plein de choses qui sont comme ça. On croit que. On n'essaye pas, en fait. On n'essaye pas, on n'y croit pas. Et, euh, et faire de son mieux aussi, c'est super important. Là, du coup, je t'en donne 4 des trucs, mais c'est d'y croire, de faire son mieux aussi et de faire son maximum tous les jours pour s'en sortir.
Allez, je me tais. Ah, bah écoute, non, mais tu pouvais continuer, c'était super, quoi. Bah écoute, Paul, je te remercie, je te remercie du fond du cœur, c'était vraiment super sympa. Que tu nous expliques ton parcours, pourquoi le sport te tient tellement à cœur et tout ce que ça t'a amené, et aussi tout ce que tu donnes au sport, parce que voilà, je pense que c'est important d'avoir des personnes comme toi qui sont un exemple et qui montrent que malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut nous tomber sur le coin de la tronche, on a quand même envie d'avancer. Et je pense que tu as un parfait exemple pour ça. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur, Paul. Merci, Massimo. Comme tu disais, le sport, hein, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je vis aujourd'hui, je le dois au sport. Je le dois au sport, je le dois à mon corps hein, qui m'envoie cette maladie. Et voilà, après, derrière, les gens ils me disent, ouais, mais t'as un gros mental et tout, c'est facile pour toi. Il y en a aussi qui me disent ça, peut-être à toi aussi, hein, ou à d'autres, mais moi je leur dis, mais je suis pas né avec, les gars. Mm. Donc, à un moment donné, on sort les doigts et puis on agit, action, action, quoi. Action, action, action. Voilà, Il c'est y en ça le a- message. Moi, il y a pas mal de potes qui m'ont dit, mais t'es un grand malade de faire des trucs comme ça. Toi, on te l'a déjà sorti aussi, enfin, les Ah, personnes qui bien sûr, t'entourent. Ouais. bien sûr, mais c'est ça qui est bon, quoi. Enfin, Ouais. c'est la vie, c'est fait pour réaliser ses rêves. Ouais. On devrait tous être des grands malades et des grands utopistes de ouf. Enfin, si on n'y croit pas, si toi t'y crois pas, si moi j'y crois pas, si on prend la problématique de l'environnement ou de la planète ou quoi que ce soit, si chacun de notre côté on n'y croit pas et que derrière on pose des actions parce qu'on n'y croit pas, ben on peut pas s'en sortir. Mais s'il y en a de plus en plus qui y croient et qui se disent mais c'est possible, on peut le faire. Et si moi j'agis dans mon quotidien et je pose des actions en plus de mes valeurs pour être aligné sur mes valeurs, pour faire changer les choses, et c'est pas moi qui le dis, c'est Gandhi, se changer, c'est changer le monde. Donc si moi je me change, derrière, je change mon environnement, je change mon monde autour de moi et j'inspire les autres à en faire autant Ouais. et à se bouger la couenne aussi. Et derrière, ben, si les gens ils se mettent tous à faire des marathons, et ben, tant mieux parce qu'au moins ils vont en chier, ils vont se découvrir, ils vont prendre conscience de tout un tas de choses. Et derrière là-dedans, ça va changer aussi et on va se dire mais que c'est possible en fait. Et le simple fait de croire que c'est possible, ben, tout devient possible à ce moment-là. Ouais. Et ce serait merveilleux si tout le monde faisait un marathon sur Terre. 7 milliards d'êtres humains qui faisaient un marathon. Ah, tu m'étonnes. Au même moment en plus. Ouais. Il y aurait un paquet de prise de conscience. Alors, il y en a un paquet qui conscientise, bref, Conscientiserait, ouais. prendrait pas conscience de plein de choses, mais il y en a un paquet qui prendrait conscience de plein de choses aussi, quoi. Ouais. Eh ben, écoute. En tout cas, merci. Je te remercie Merci à toi. pour la fin. Et voilà, je crois qu'on a bouclé le truc. Donc, un grand merci, hein, Paul, hein. Merci, Massimo.